Deuxième webinaire du cours en ligne ouvert et massif sur le financement de la biodiversité. Ce cours est offert par l'Initiative pour la finance de la biodiversité, BioFin, du Programme des Nations Unies pour le développement, en partenariat avec le Programme mondial de la nature pour le développement du PNUD, le Forum NBSAP, le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique et l'Organisation de coopération et de développement économique. Le soutien financier est assuré par les gouvernements de l'Union européenne, de la Flandre, de la Norvège, de l'Allemagne, de la Suisse, ainsi que par le Fonds de l'environnement mondial. Je m'appelle Hervé Barrois et j'aurai le privilège d'être votre facilitateur pour cette session aujourd'hui. Je suis conseiller technique auprès de BioFin depuis 2016 et couvre la région Afrique. Nous vous remercions de votre participation à ce troisième webinaire intitulé « Analyse des politiques et des institutions liées au financement de la biodiversité ». Aujourd'hui, nous avons une session extrêmement intéressante avec la participation de deux présentateurs, David Meyer, qui est directeur exécutif de Conservation Finance Alliance et qui va nous présenter un rappel méthodologique du manuel BioFin sur l'analyse des politiques et des institutions du financement de la biodiversité. David, je vous remercie d'avance pour quelques mots d'introduction. À vous, David. Bonjour Hervé, merci beaucoup. Je suis très content de faire partie de cette présentation et je vais commencer directement avec la présentation. Donc, une revue de la méthodologie principale de l'analyse des politiques et des institutions de financement de la biodiversité, dite facilement API. API. Et je vous signaler qu'il y a beaucoup d'informations qui est disponible sur le guide actuel. Et donc, moi, je vais juste présenter certaines grandes lignes et vous orienter dans cette approche méthodologique. Donc, d'abord, quelle est la position, la relation entre le API et les autres analyses et le travail de l'approche de BioFin? Ça fait partie de trois études principaux qui peuvent identifier et analyser les données existantes de base. Donc, ça fait partie avec l'analyse de dépenses pour la biodiversité, la ADB, l'évaluation des besoins financiers. Et tout ça entre dans le plan de financement de la biodiversité qui est le guide pour la mise en œuvre des solutions financières pour la biodiversité. Et donc, quels sont les objectifs principaux de API? D'abord, c'est de voir comment la biodiversité et services écosystémiques sont liés aux objectifs de développement durable, comment ils sont liés aux objectifs nationaux pour la biodiversité. Deuxièmement, c'est de mieux comprendre des politiques et des institutions et les relations de la biodiversité. Et troisièmement, c'est de commencer d'identifier les mécanismes de financement pour la biodiversité qui peuvent être utiles dans la planification et la mise en œuvre de plans de finances de la biodiversité. Donc, quelles sont les étapes pour mettre en œuvre cette méthodologie? D'abord, il y a certains préparatifs qui concernent l'identification des parties prenantes, l'identification des données importantes, et voir tout ce qui était fait dans le passé lié à cette approche, cette analyse. Les étapes, deuxième étape, c'est de passer en revue les stratégies nationales pour la biodiversité et pour le développement durable, et voir les liens économiques entre la biodiversité
et le développement durable. Donc, revue des plans nationaux pour la biodiversité et autres documents liés. Essayer d'examiner le rôle de la biodiversité dans le cadre de planification de développement durable. Il y a plein de pays actuellement qui sont en train de voir comment intégrer les objectifs de développement durable dans leur planification annuelle et multi-annuelle. Et donc aussi de collecter les données probantes existantes sur la valeur économique de la nature et sa contribution au développement durable qui est vraiment, en fait, la biologie et la nature, c'est une base de développement durable. Donc, c'est très important d'identifier ces informations. Donc, troisième étape, c'est d'identifier les principaux facteurs et tendances concernant l'évolution de la biodiversité dans le pays. C'est-à-dire les tendances principales positives et négatives de la biodiversité, quels sont les changements, où sont les pressions, et aussi d'aller plus loin, d'identifier les facteurs et leviers sous-jacents du changement. Quels sont les facteurs économiques, marchés, politiques qui sont responsables de ces changements positifs et négatifs. Donc, quatrième étape, c'est de passer en revue de l'état actuel de financement de la biodiversité. Donc là, on entre dans les détails de financement. Donc, première sous-étape là, c'est de cartographier les instruments de financement existants et la législation liée, de examiner le processus national de budgétisation, qui est une grande source de financement pour la biodiversité, c'est les budgets nationaux. Analyser les recettes liées à la biodiversité, c'est aussi très important parce que ça montre exactement les bénéfices fiscaux, par exemple, de la nature vis-à-vis des acteurs et parties prenantes, et d'étudier brièvement des subventions propices et néfastes vis-à-vis la biodiversité pour comprendre leur impact. Cinquième étape, c'est d'analyser les principales institutions, d'identifier les institutions principales et les organisations qui sont liées spécifiquement aux finances de la biodiversité. Analyser chaque institution principale pour établir un type de score sur une échelle. Et je vais vous montrer brièvement une graphique qui peut aider. Et passer en revue des institutions prioritaires, élaborer les plans d'engagement des parties prenantes. Finalement, une synthèse et recommandations. Donc, quelques exemples, quelques détails. Comme j'ai dit avant, il y a plein d'informations dans le guide, plein d'exemples et d'autres ressources qui peuvent vous servir dans cette activité. Donc, par exemple, pour comprendre les facteurs et tendances concernant l'évolution de la biodiversité, il y a plusieurs sources d'informations, donc les rapports nationaux et les analyses des scientifiques, choses comme ça. Un exemple une analyse par secteur est montré au droite en haut, et il y a une table, donc on peut analyser pour chaque secteur leur relation entre le secteur, la nature et certaines informations. Donc, deuxièmement, donc, pour comprendre la dépendance, interaction aussi des secteurs et la nature, c'est intéressant de prendre une approche de natural capital, capital naturel. Donc, au milieu, donc, on voit une graphique avec stock, flux et valeur. Donc, pour voir quelles sont les dépendances des sociétés ou des secteurs sur la nature. Est-ce qu'ils paient pour les bénéfices? Quels sont les impacts? Quels sont les services écosystémiques qui viennent de capital naturel? Et comment on peut utiliser les valeurs liées à ces services et produits pour mieux comprendre les opportunités pour le financement de la biodiversité? Et donc, il y a des autres opportunités aussi, comme
l'état de pression, facteur. Donc, en droite, en bas, il y a un graphique qui montre une approche qui est utilisée beaucoup dans la biodiversité pour comprendre quelles sont les sources des impacts, quels sont les leviers de changement. Aussi, donc, quand on fait la revue des politiques, on entre en détail dans la situation actuelle de la finance de la biodiversité. Quels sont les mécanismes déjà en place dans le pays? Et donc, on essaie d'établir une grande liste parce que c'est toujours plus facile d'améliorer, d'augmenter un mécanisme qui existe déjà dans le pays au lieu de créer un nouveau mécanisme qui a peut-être pas la législation derrière ou pas la capacité locale de mise en œuvre. Donc, il y a plusieurs sources d'informations donc listées là. Il y a un type de catalogue de solutions finances pour la biodiversité qui est là de biodiversityfinance.net. Et aussi, il y a plus de détails, donc le site du UNDP en bas, avec 22 différents types de solutions financières qui peuvent aider à la réflexion de quelles sont les solutions existantes déjà. Donc, aussi, une analyse de la processus national de budgétisation, comme je dis avant, c'est très important. L'analyse institutionnelle, donc on voit dans la figure 3.3, en bas à droite, il y a une analyse de pouvoir de chaque institution, intérêt de chaque institution, et donc il y a beaucoup plus d'explications dans le guide, mais c'est une approche qui peut vous donner beaucoup pas beaucoup, mais une analyse assez vite et efficace pour comprendre certaines parties prenantes principales. Et donc finalement, donc il faut vraiment voir quelles sont les recettes liées à la biodiversité. Et ça, c'est pas facile de trouver, mais ça vaut la peine parce que ça vous donne beaucoup d'informations sur la valeur de la biodiversité. Donc, en sommaire, finalement, on produit un rapport API avec le résumé analytique pour les décideurs, bien sûr, une introduction, une récapitulation de vision et stratégie pour la biodiversité, pour le pays, des tendances, des facteurs et liens sectoriels qu'on a divisés, déterminés, un paysage de financement pour la biodiversité, qu'est-ce qui existe déjà dans le pays, cette analyse institutionnelle, surtout un résumé des recommandations principales qui donnent une direction pour le plan de la biodiversité, et puis tout ce qui est technique et détaillé peut être dans les annexes et autres. Donc avec ça, j'arrête et je passe pour Hervé pour continuer avec les autres présentations. Merci beaucoup. David, pour cette excellente présentation qui résume parfaitement les étapes principales de l'API, l'analyse des politiques et des institutions pour le financement de la biodiversité. Donc c'est une présentation qui résume un peu les grandes lignes qui sont développées beaucoup plus en détail dans le manuel de Biofin, qui sera disponible sur le site de Biofin en français cette semaine ou en début de la semaine prochaine. Faisant suite à cette présentation, nous aurons deux autres présentations qui vont illustrer la mise en œuvre de cette analyse dans deux contextes différents. Le premier contexte sera dans la région de l'Afrique centrale, exactement dans la sous-région du bassin du Congo, où Biofin a développé une collaboration depuis 2017 avec un projet financé par le Fonds de l'environnement mondial et le PNUD, et qui s'intitule Financement durable dans les aires projets du bassin du Congo. La deuxième présentation montrera un peu l'exemple des Seychelles, qui
aux Seychelles, Biofin a démarré en 2014 et a effectué cette analyse de l'API en 2015. Avant de démarrer ces deux présentations, je voudrais vous rappeler quelques règles d'utilisation de ce site. Si vous savez que vous avez la possibilité de poser des questions, la première option, c'est de formuler votre question et de l'écrire dans la fenêtre de discussion qui se trouve à droite, dans la partie droite inférieure de votre écran. La deuxième solution, c'est de cliquer sur la main levée qui se situe également sur la partie droite inférieure de votre écran. Si vous cliquez sur cette main levée, vous pourrez parler en direct dans la session de questions-réponses à la fin du webinaire. Et pendant dès que vous cliquez sur la main, on va ouvrir votre microphone. Je vous rappelle également que cette session est enregistrée et sera disponible sur YouTube, sur le site de Learning for Nature, et sera aussi également disponible dans la salle des cours de Learning for Nature également. Donc, nous allons démarrer maintenant notre deuxième présentation qui sera faite par Aline Malibangar. Aline Maligambar est la coordinatrice régionale de ce projet régional Financement durable des aires protégées du bassin du Congo qui regroupe 6 pays, le Cameroun, le Gabon, la Centrafrique, le Congo, la République démocratique du Congo et la Guinée équatoriale. À vous la parole, Aline, et bienvenue et merci pour votre participation à ce webinaire. Merci beaucoup, Hervé. Merci, David, pour la première partie de cette présentation. Donc, je vais vous présenter un cas pratique spécifiquement sur nous, dans le cadre du projet sous-régional Financement durable des aires protégées dans un contexte de partenariat pour la conservation de la biodiversité. Nous pensons mener l'analyse des politiques et des institutions. Juste le sommaire, dans un premier temps, nous allons aller très vite, mais sur l'analyse des politiques et institutions, comment est-ce qu'on s'y prend. Dans un deuxième temps, nous vous montrons rapidement les contraintes dans un cadre d'un projet régional, les contraintes de l'API, et comment est-ce qu'on peut adapter une telle méthodologie dans un contexte d'un projet régional où il y a plusieurs pays impliqués. Et enfin, quelques exemples à titre d'illustration. David l'a déjà plus ou moins annoncé, l'approche, l'analyse des politiques, je ne vais pas trop insister là-dessus. Globalement, il s'agit d'analyser le cadre fiscal, économique, juridique, politique, institutionnel d'un en lien bien sûr avec la biodiversité, le financement de la biodiversité dans le présent cas. C'est une analyse généralement qui permet de mettre en exergue les forces et les faiblesses des politiques en matière d'un sectoriel donné. Quelques étapes pour faire cet exercice. Dans un premier temps, avec approche de l'analyse des politiques institutionnelles, il faudra commencer par décrire un petit peu comment la gestion de la biodiversité et des services écosystémiques appuie les objectifs du sectoriel en question. On peut par la suite évaluer les facteurs économiques et financiers qui interagissent et qui agissent sur la biodiversité en termes de pollution positive ou négative. On établit donc un catalogue. Ça revient. Une fois ce catalogue établi, on peut aussi identifier comment améliorer les solutions existantes, y compris tous les aspects liés au juridique, aux politiques institutionnelles, en ce qui concerne, par exemple, la biodiversité dans le présent cas. Et on identifie ensuite les besoins et les possibilités de renforcer ce cadre, ses capacités en matière de financement. C'est le gap qu'il faut compenser en tenant compte de ces politiques existantes et qui vont influencer sur cette biodiversité. Et les recommandations, c'est exactement ce que David a présenté dernièrement. Donc,
En ce qui concerne le processus d'élaboration de l'appui par Biofin, je ne reviens pas dessus puisque il y a eu une présentation large sur cette approche. Avec la méthodologie Biofin, là, il s'agit de reprendre exactement cette méthodologie, les étapes de chaque action en quatre points essentiellement résumés. La fois une équipe en place capable de faire ce travail, l'exercice va démarrer avec l'examen des visions et de la stratégie nationale en matière de biodiversité. Bien sûr, il faut faire une analyse assez holistique de tous les documents de planification qui existent déjà en matière de biodiversité. Il y a beaucoup de choses dans chacun des pays. Il y a au moins une stratégie nationale de la biodiversité en lien avec la convention CBD. Une fois qu'on a fait cette analyse, qu'on a examiné un petit peu tous ces documents existants, on va essayer de travailler aussi à identifier les facteurs économiques et politiques qui vont avoir une influence sur la biodiversité. C'est exactement les différentes étapes mises en exergue par la présentation de David. À ce moment-là, une fois qu'on a identifié tous ces facteurs influençant sur la biodiversité, nous allons examiner maintenant les solutions potentiellement existantes qui sont intégrés dans les documents de politique existants ou dans les planifications existantes. Et nous allons avoir un aperçu global de ce qui existe déjà en vue de faire des propositions pour compenser une fois l'évaluation des dépenses de la biodiversité réalisée. Dans cette partie, j'aimerais vous montrer très simplement les contraintes qui sont liées à la conception d'un projet régional. Nous sommes dans un contexte de partenariat sous-régional. Il s'agit d'un partenariat pour la conservation de la biodiversité. Plusieurs pays se sont mis ensemble pour essayer de démultiplier les efforts qui vont contribuer à la conservation de la biodiversité, notamment dans les aires protégées. Et pour cela, donc, il faut comprendre que il y a beaucoup de contraintes. Il y a certaines contraintes, on va dire, qui peuvent avoir des influences, ce sont des facteurs d'influence sur l'adoption d'une approche globalisante en termes sous-régionaux. La conception d'un projet régional, comme vous pouvez le voir à l'écran, est fondée sur une approche sous-régionale avec la conviction que si on se met ensemble, on va pouvoir disposer d'une capacité beaucoup plus importante pour gérer des biens que nous avons en commun, notamment les aires protégées, que ce soit à l'échelle nationale avec des déclinaisons nationales, mais surtout les transfrontalières. Ça offre donc un certain nombre d'avantages par rapport à un effort national. Si à l'échelle sous-régionale, on est ensemble, potentiellement, il y aura des déclinaisons positives au niveau de chaque pays. C'est la conception d'un projet régional aussi s'appuie sur un effort de supprimer les barrières. Il s'agit ici nous avons dans tous les pays des priorités nationales, des obligations nationales sur un certain nombre de choses et cela peut constituer, si on est dans un contexte national, en termes de priorisation des points, en termes de priorisation des sectoriels qui vont contribuer au développement, forcément, il y a certainement un obstacle à pouvoir aller sur une thématique comme la biodiversité et de lever des fonds pour pouvoir atteindre les objectifs de dépenses liés à la biodiversité. Mais si on se met ensemble et que ce partenariat est bien monté, il est fort possible que cela puisse avoir une valeur ajoutée de pouvoir ensemble lever des fonds, que ce soit au niveau des gouvernements qui sont ensemble, mais aussi auprès des donateurs dans un contexte de partenariat pour un effort commun pour préserver un bien qui est commun, qui est la biodiversité. Le projet régional aussi porte sur des éléments définis de durabilité financière et c'est très important de comprendre que la durabilité financière est essentielle pour maintenir les efforts à conserver la biodiversité dans les aires protégées.
ce qui a manqué souvent à chaque pays qui sont aujourd'hui impliqués dans ce projet, c'est que les financements ne sont pas de longue durée. Les efforts commencent et puis s'amenuisent et puis se terminent parfois de manière brutale parce que simplement les pays font face à d'autres priorités qui vont faire que les efforts initialement enclenchés puissent être amenuisés et ne peuvent plus aller jusqu'au bout. Et donc, ça, c'est très important de noter. Et là, nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, d'un projet régional, une approche multi-donateur. Beaucoup de donateurs sont très intéressés à l'idée de pouvoir financer un effort sous-régional. C'est une dynamique sous-régionale. Et même si les pays ont leur réalité, leur contexte varie, ils peuvent se mettre ensemble pour atteindre un objectif. Et c'est ça, cet objectif. Et aussi, même si, si on réussit à mettre en place ce mécanisme au niveau régional, à travailler dans un contexte de partenariat sous-régional, nous pouvons avoir plus facilement à faire des démonstrations au niveau même des pays. Donc, en quelques mots, donc le projet régional va se concentrer sur l'amélioration, dans le cadre de l'API notamment. Un API régional pourrait se concevoir comme, et s'appesantir sur certains efforts, notamment les questions juridiques, par exemple, les questions institutionnelles. Et chaque pays, dont la région, la sous-région, nous n'avons pas, on ne va pas dire une question d'harmonisation parfaite, mais au moins dans chacun des 6 pays impliqués dans un tel projet, nous avons les mécanismes, les éléments essentiels, je veux dire juridico-institutionnels, qui peuvent être aménagés de telle sorte que on peut faire un effort d'évaluer et d'adapter les lois et les réglementations pour un financement durable des aires protégées, notamment pour la conservation. Donc, ça engage beaucoup de responsabilités institutionnelles. Les procédures peuvent aller moins rapidement en fonction des pays, mais à la fin, l'idée, c'est vraiment que ces réglementations, ces procédures et tous ces éléments sur une thématique spécifique puissent être quelque peu harmonisés à l'échelle régionale. Et ça sera vraiment l'effort louable pour atteindre l'objectif de cet exercice. Comment est-ce que nous adapterons et nous pensons adapter la méthodologie Biofin à un tel projet? On sait déjà qu'avec l'approche Biofin, le premier exercice, c'est vraiment de collecter un petit peu, de récolter, d'analyser toutes les informations pour mieux comprendre le cadre juridique, institutionnel, financier des programmes nationaux qui vont dans le sens de la biodiversité. Donc, notre API régional pourrait se concevoir à travers une compilation des API nationaux, puisque nous sommes focus sur la conservation dans les aires protégées dans l'ensemble des 6 pays et avec une approche vraiment de démultiplier les efforts. Donc, nous allons pouvoir capitaliser sur tous ces API nationaux. Et ensuite, dans le cadre d'un projet régional, le financement des aires protégées, par exemple, quelques points sont importants synthétisés en trois éléments. Nous allons examiner l'approche de l'harmonisation de ces mécanismes, notamment fiscaux et juridiques. Pour un cas spécifique, par exemple, pour la génération des revenus dans les aires protégées, comment est-ce que un pays ou l'autre de ces 6 pays s'y prend pour l'instant pour arriver à faire cet exercice? Nous allons, par exemple, examiner aussi les possibilités d'interfinancement des aires protégées. Pour les aires protégées qui sont transfrontalières, nous avons des binationales, nous avons des trinationales, qui sont des aires protégées qui sont inclus dans ce programme. Ce serait intéressant d'examiner ces possibilités d'interfinancement, d'autant plus que pour 2 ou 3 pays, ou certains des 2 ou 3 pays, en général, si nous sommes sur un trinational ou un binational, nous avons généralement un bailleur qui s'intéresse aux 3 pays, qui s'intéresse aux efforts de conservation dans ces 3 pays. Le plaidoyer sera beaucoup plus facile si on focalise sur l'ensemble de ces choses. Et ensuite, nous allons faciliter une meilleure compréhension des mécanismes pour cet exercice.
Je vais illustrer maintenant en quelques exemples d'un pays qui a marché dans un contexte national à travers un mécanisme qui est très courant dans la sous-région, les partenariats publics et privés pour la gestion des aires protégées dans notre sous-région. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans les pays aujourd'hui et quelques exemples de PPP qui ont pu faire leurs preuves au niveau de la sous-région. Nous avons au Congo, je parle de la République du Congo par exemple, une approche bien harmonisée, bien améliorée à travers une API bien menée, a permis quand même de faire un partenariat public-privé dans un parc et a permis de montrer que vraiment il est possible de faire cet exercice-là et de le répliquer à l'échelle même du pays. Et ce PPP au Congo a montré que il est vraiment possible aujourd'hui d'envisager, promouvoir la gestion des aires protégées, la gestion des parcs nationaux pour la conservation de la biodiversité à travers un partenariat public et privé. Nous avons aussi un exemple au Tchad où un PPP qui a été mené vraiment avec beaucoup de succès au parc national de Zakouma dans le pays, qui montre qu'il y a vraiment un impact positif au niveau des criminalités des mammifères, des éléphants par exemple, qui a bien diminué. Un autre exemple qui est très intéressant, c'est en RCA, c'est un partenariat public et privé qui est vraiment dans une approche vraiment pas lucrative du tout, mais qui a permis aujourd'hui de reconstituer la faune, parce que vous savez que la RCA est un pays qui est soumis depuis quelques années à des problèmes politiques, etc., liés aux rébellions. Et aujourd'hui, ce parc qui est dans une zone, on va dire, très insécure, a pu quand même développer un certain nombre de mécanismes qui a permis d'avancer dans le retour, je veux dire, de la faune dans cette partie du pays qui était délaissée aux éleveurs et avec l'influence de l'insécurité. Et en RDC, bien sûr, un exemple très important où ils ont un style de partenariat public-privé qui s'appuie sur un cadre juridique déjà bien ficelé pour la RDC. Donc, de manière globale, je vais essayer de terminer sur ce qui est positif dans cette approche API qui a permis de mettre en place et de tester le partenariat public et privé dans la conservation de la biodiversité dans notre zone. Il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Vous pouvez voir que, par exemple, les résultats qui sont obtenus ont permis d'améliorer de manière générale dans la sous-région l'efficacité d'une gouvernance stratégique. La gestion aussi a été très bien améliorée à travers ce mécanisme. C'est donc un constat qui lie tous les pays dans la sous-région qui ont testé ces mécanismes à travers ces PPP. Il y a un intérêt croissant, on a remarqué, de tous les partenaires et ils sont plus motivés à venir investir. Par contre, il y a aussi, on note toujours cette difficulté à mobiliser toute la partie publique qui ont certes des priorités nationales qui vont parfois au-delà des simples questions de la conservation. Aujourd'hui, il y a plusieurs types de PPP qui peuvent être développés, qui sont développés dans ces pays de cette partie du continent. Il y a aussi quelques exigences, quelques choses à pouvoir améliorer. Il faut vraiment mettre en place des cadres juridiques appropriés. Et ça, c'est très important parce que ça, c'est un exercice qui peut se faire aussi en termes d'harmonisation à l'échelle sous-régionale. Il y a aussi la communication qui est un intrant important au niveau sous-régional aussi, au niveau aussi des pays et aussi, ça c'est une communication pour l'action au niveau des décideurs. C'est très important de montrer que
injecter des ressources dans la biodiversité est vital et très important pour maintenant et pour la génération future. Il y a aussi la nécessité de renforcer les capacités. Vous savez que c'est pas simple de mobiliser toute l'expertise. Les priorités sont vraiment parfois pas là où on pense, là où c'est nécessaire en termes de biodiversité. Donc, il nous faut envisager dans cette région de former et de rendre capable et de donner l'expertise. Enfin, avec aussi la nécessité de déterminer quelques critères de performance. Enfin, je termine en disant que l'approche de l'analyse politique et institutionnelle est adaptable aux aires protégées dans notre sous-région. Elle peut constituer une base très importante, une base pour l'identification et l'amélioration des solutions financières qui existent ou qui sont innovantes. Ils devront être analysés plus en profondeur. À cela, on va ajouter une analyse des dépenses pour la biodiversité et aussi une évaluation des besoins financiers en matière de biodiversité pour mieux proposer un plan sous-régional de financement de la biodiversité. Je vous remercie. Merci Aline pour cette excellente présentation et pour nous avoir fait partager votre expérience de cette sous-région du bassin du Congo et qui nous montre très clairement que non seulement l'API est une approche qui est adaptable et peut s'adapter à différents contextes. Dans le cadre de Biofin, généralement, nous proposons l'API comme une approche au niveau national, mais elle est parfaitement adaptable au financement des aires protégées. Elle est adaptable au niveau national, mais aussi au niveau sous-régional, ce qui est très important à comprendre, ou au niveau régional aussi. Elle permet d'identifier les faiblesses des cadres juridiques et institutionnels au niveau national et sous-régional, ce qui donne des pistes pour identifier et explorer plus en détail des solutions de financement. Elle a permis aussi, dans votre contexte, d'identifier des solutions de financement innovatrices telles que le PPP, le partenariat secteur privé, secteur public, qui dans certains cas a été très réussi dans certains pays, mais qui aussi présente dans certains cas certains défis. Donc, ça permet d'explorer des pistes pour essayer d'améliorer ce modèle et dans le contexte de la sous-région du Congo. Merci encore pour cette présentation. Sur ce, je voudrais enclencher sur la présentation des Seychelles, qui est un pays qui s'est engagé dans le processus de Biofin depuis 2014, donc qui est un des premiers pays à participer et à avoir expérimenté cette méthodologie Biofin et qui encore est dans ce processus Biofin. Et très récemment, le plan de financement de la biodiversité des Seychelles a été approuvé par le Conseil des ministres. Et maintenant, nous démarrons la mise en œuvre de ce plan de financement. L'élaboration de ce plan de financement a pris 2 ans et demi et a pris après encore 1 année pour être approuvé par le Conseil des ministres. Et ce plan de financement a pu se matérialiser, je le dirais, basé sur mon expérience, grâce à l'API, qui très rapidement a pu identifier des pistes de solutions de financement qui ont pu être explorées et détaillées et qui ont permis d'appuyer le plaidoyer auprès du gouvernement pour ce plan de financement. Voilà, donc une première analyse de l'API a permis de démontrer que la contribution de la biodiversité à l'économie des Seychelles est très importante. La biodiversité contribue à 60% du produit intérieur brut, à 35% des revenus de l'État à travers la fiscalité, 38% des emplois et surtout 65% des devises étrangères pour les Seychelles. Suite à ce constat, nous avons essayé d'analyser un peu les principales menaces qui sont à la biodiversité, et ça, c'est issu de la stratégie nationale et plan d'action national sur la biodiversité. Donc, les principales menaces de la biodiversité sur la biodiversité terrestre aux Seychelles sont l'introduction d'espèces exotiques et envahissantes. Comme vous le savez, les Seychelles, c'est un écosystème insulaire qui a été
qui est très sensible à l'introduction d'espèces envahissantes et qui pourrait avoir un impact très important sur le développement économique. C'est aussi une des principales menaces, c'est le changement d'utilisation des terres. Nous avons des terres qui sont très limitées et donc il y a des conflits d'intérêts sur l'utilisation des terres et généralement ça se traduit par une disparition de l'habitat. Et comme étant une île ou des îles, les Seychelles, ils sont très sensibles au changement climatique. Donc voilà ces trois grandes menaces sur la biodiversité terrestre. Sur la biodiversité marine, on a des situations de surpêche, donc une utilisation non durable des ressources marines, et aussi le changement climatique avec un réchauffement, réchauffement de la mer qui change la dynamique des écosystèmes, mais aussi avec une accélération, une aggravation des événements climatiques extrêmes. Nous avons ensuite analysé les politiques et les institutions par secteur. Notre approche a été sectorielle. Nous avons identifié 8 secteurs principaux de l'économie des Seychelles. Mais aujourd'hui, les 2 secteurs principaux de l'économie des Seychelles sont la pêche et le tourisme. Et aujourd'hui, je vais présenter que l'exemple du secteur du tourisme, qui est le principal secteur économique des Seychelles. Au courant de cette analyse, nous avons essayé d'identifier les pratiques néfastes du secteur du tourisme. Nous sommes aperçus qu'il y avait une augmentation de la demande de terrain constructible, ce qui entraîne une perte de l'habitat. Effectivement, il faut savoir que les Seychelles ont construit à peu près 60 hôtels dans les zones côtières en moins de 10 ans, et donc il y a eu un achat abondant par les compagnies hôtelières de terrain sur les zones côtières qui sont très fragiles, et donc ça a constitué une perte de l'habitat pour de nombreuses espèces côtières, les oiseaux, les tortues marines, et ça contribue directement à la disparition de la biodiversité. D'autre part, nous nous sommes rendus compte que lors de la construction de ces hôtels, il y avait en général une faible mise en vigueur des recommandations des études d'impact sur l'environnement. Les études d'impact ont été réalisées par des bureaux de consultants indépendantes, mais la mise en œuvre des recommandations n'a généralement pas été faite, d'une part parce qu'elles étaient très coûteuses, et d'autre part parce que le gouvernement n'avait pas la capacité de suivre la mise en œuvre de ces recommandations. Troisièmement, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une augmentation très importante du niveau du trafic international de biens et de personnes, ce qui augmente les introductions d'espèces exotiques et envahissantes. Le commerce a été multiplié énormément, l'arrivée des touristes a augmenté énormément ces 10 dernières années, et l'origine de ces biens et des personnes aussi est très variée. Traditionnellement, nous avions des opérateurs qui étaient basés en Europe, mais aujourd'hui, nous avons des opérateurs, des exportateurs qui sont basés dans le monde entier, ce qui augmente les risques d'introduction d'espèces envahissantes qui sont extrêmement préjudiciables à l'économie des Seychelles. Nous avons aussi, du fait de l'augmentation du tourisme, une augmentation de la production des déchets, entraînant une pollution et une dégradation des terres et des eaux. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de terre aux Seychelles, les décharges augmentent et donc il y a un problème de gestion des déchets très importante aux Seychelles. D'autre part, l'augmentation du nombre de visiteurs dans les zones importantes pour la biodiversité a augmenté les impacts négatifs. Nous avons notamment des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO où nous avons certains jours une énorme concentration d'arrivée de touristes, ce qui entraîne des piétinements du corail et une dégradation des habitats dans les aires protégées. Il y a aussi l'augmentation de la pêche sportive et d'autres aspects du tourisme qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Mais le tourisme n'a pas que des pratiques néfastes. Le tourisme aussi contribue, il y a des bonnes pratiques dans le secteur du tourisme. Nous nous sommes rendus compte que les opérateurs du secteur du tourisme contribuent parfois à la conservation de la biodiversité, grâce à des investissements directs, mais aussi grâce ou au travers la responsabilité sociale des entreprises. Donc il y a une augmentation en fait de la contribution du secteur du tourisme à la conservation de la biodiversité. D'autre part, les touristes eux-mêmes contribuent à la conservation de la biodiversité en payant des droits d'entrée ou d'utilisation des aires protégées, mais que sur les sites qui sont accessibles au tourisme. Le gouvernement, d'autre part, a introduit un label pour le tourisme durable, mais l'adoption de ce label reste extrêmement lent auprès des opérateurs, avec uniquement 18 hôtels qui ont un label vert, qui ont obtenu un label vert sur une période de 6 ans.
comparé à peu près 600 hôtels qui existent aux Seychelles. Et donc, ces bonnes pratiques nous permettent d'établir une base sur laquelle on peut essayer d'accélérer le processus de ces bonnes pratiques et d'accélérer aussi ou d'augmenter la génération de revenus par le secteur du tourisme. Nous avons étudié aussi le marché. La force du marché est très importante. Comme j'ai déjà expliqué un peu auparavant, nous avons eu une expansion rapide du secteur du tourisme avec plus de 60 hôtels qui ont été construits dans les 10 dernières années et avec un nombre de touristes qui a été multiplié par 3,5 pour arriver à un total de 350 000 touristes par an l'année dernière pour une population de 90 000 habitants. Donc très forte pression du secteur du tourisme, une très grande force du marché qui a un impact sur la biodiversité. Nous avons ensuite analysé les stratégies nationales et la législation. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un nombre important de stratégies nationales et de législations. Notamment, nous avons le Environment Protection Act, qui inclut les régulations qui concernent les études sur les impacts environnementaux. Ces stratégies, c'est une importante stratégie de protection, mais qui est faiblement mise en vigueur. Nous avons le Town and Country Planning Act. C'est une importante stratégie, mais cette stratégie n'intègre pas les aspects de la biodiversité et de durabilité. Nous avons le National Land Use Plan, qui est une importante stratégie aussi, mais qui n'intègre pas la biodiversité. Nous avons également le Tourism Master Plan, une importante stratégie, mais qui intègre faiblement les aspects du tourisme durable. Nous avons la Seychelles Sustainable Development Strategy 2012-2020. C'est une importante stratégie qui intègre la biodiversité, mais celle-ci n'a jamais été mise en œuvre. Nous avons le Protected Area Act, importante stratégie de protection des restaurations qui n'a pas encore été approuvée par l'Assemblée nationale. Nous avons également le Biosecurity Act et stratégie, qui est une importante stratégie de protection et restauration, mais qui est faiblement mise en œuvre. Et nous avons finalement le Business Tax Act, qui donne des incitations fiscales pour des investissements dans le secteur du tourisme, mais n'intègre pas les aspects de la biodiversité et durabilité. Donc cette analyse très succincte et très résumée ici présente les faiblesses du cadre légal et des stratégies nationales par rapport à cet aspect de biodiversité. Les subventions néfastes, par exemple, on se rend compte que dans le Business Tax Act, nous avons des impôts sur les profits des sociétés hôtelières. Les sociétés hôtelières payent 0% d'impôt sur les profits pour les premiers 250 000 roupies et 15% pour les montants après. Normalement, toutes les autres compagnies payent que 25%. Nous avons aussi comme incitation financière pour le secteur du tourisme les dépenses pour le marketing. 200% du montant des dépenses pour le marketing peut être déduit des revenus imposables. Nous avons aussi un taux accéléré d'amortissement pour les compagnies hôtelières, notamment 45% en année 1, 42% en année 2, 30% en année 3, 20% en année 4 et 10% en année 5. Ce système d'accéléré d'amortissement permet aux compagnies hôtelières aujourd'hui de payer aucun impôt sur les revenus. Il existe également des subventions un peu du même genre pour le secteur agricole et de la pêche. L'analyse de ces subventions permet de déterminer des solutions de financement pour la biodiversité. D'autres stratégies importantes, c'est la stratégie nationale pour la biodiversité, mais qui est malheureusement très faiblement mise en œuvre et qui n'est pas intégrée dans la planification nationale budgétaire. Nous avons aussi le plan d'action pour la gestion durable des terres de la Convention sur la désertification, qui est aussi généralement très faiblement mise en œuvre. Suite à cette analyse du cadre légal et des stratégies nationales, nous avons essayé de faire une analyse succincte des institutions clés de la biodiversité. Le département de l'environnement a une faible capacité de coordination, une faible capacité de financement et une faible capacité en finance de l'environnement. Le Seychelles National Park Authority a une faible capacité en gestion financière, une faible efficacité et surtout pas d'autonomie financière et une faible capacité d'investissement. Le Seychelles Island Foundation, qui est une organisation para-étatique, a une forte capacité technique, une bonne capacité en gestion financière, une autonomie financière, mais une capacité d'investissement limitée.
Le ministère des Finances et du Commerce et de l'Économie bleue a une faible capacité en finance de l'environnement, une faible capacité en planification économique du développement durable. L'analyse de ces institutions a permis non seulement d'engager les parties prenantes, mais essayer d'identifier un processus qui permettrait de renforcer les capacités de ces institutions. Les ONG de l'environnement ont généralement une bonne capacité technique, mais une faible capacité financière. Et ils ont une bonne gestion financière, puisqu'elles gèrent généralement des projets qui sont financés par des bailleurs de fonds. Le secteur privé du tourisme a une faible capacité technique sur la biodiversité, un potentiel de financement important, mais une contribution au financement de la biodiversité qui reste encore faible. Donc grâce à cette analyse, ça nous permet d'essayer d'engager d'une façon spécifique les différentes parties prenantes à la biodiversité et de proposer des solutions adaptées à chacun. Ensuite, nous avons essayé d'identifier les mécanismes de financement existants de la biodiversité. Nous avons l'allocation du budget national qui représente environ 1,5% du budget national et qui est estimé à 6,5 millions de dollars par an. Et nous avons identifié des contraintes pour chaque mécanisme de financement. Donc, l'allocation du budget national reste limitée si on le compare à la contribution de la biodiversité par rapport au PIB. On s'est rendu compte aussi qu'il n'y avait pas de budgétisation axée sur les résultats. Il n'y avait pas de système dans la comptabilité nationale qui permettait de suivre les dépenses de la conservation de la biodiversité. Et il y avait une multitude de plans de stratégies nationaux liés à la biodiversité qui rendent difficile la détermination des besoins financiers par le ministère des Finances. Et il n'y avait pas de système de comptabilité naturelle rendant difficile la surveillance de l'état du capital naturel. Et il y avait des subventions au secteur de production qui peuvent nuire à l'environnement. Donc ça, c'est des contraintes qui ont été identifiées et qui permettraient de faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour améliorer une allocation budgétaire nationale. Nous avons identifié comme deuxième mécanisme de financement, il y a un fonds fiduciaire de l'environnement qui génère à peu près 350 000 dollars par an. Les sources de revenus proviennent généralement de la taxe environnementale sur l'eau, mais qui a été réduite, et donc le fonds va être réduit. Les niveaux des taxes collectées par le ministère de l'Environnement n'ont pas été actualisés, donc restent relativement faibles. Et les dons sont limités car les incitations fiscales au secteur privé restent floues. Le processus d'attribution n'est pas très transparent. Le système de suivi d'évaluation est faible. La sensibilisation est limitée auprès des ONG qui utilisent très peu ce système de financement. Donc là encore, l'analyse des mécanismes de financement nous permet d'avoir des pistes pour essayer d'améliorer la performance de ces mécanismes de financement existants. Il est toujours plus facile d'améliorer des systèmes de mécanismes de financement qui existent que d'en créer des nouveaux. Donc il est important d'avoir une analyse détaillée de ces différents types de systèmes de mécanismes de financement. Un autre fonds fiduciaire des Seychelles pour la conservation et l'adaptation au changement climatique, C4, qui génère 600 000 dollars par an. C'est un financement disponible qui est relativement important car il est basé sur un échange de dette nature, mais il reste insuffisant pour la gestion d'aires marines protégées qui s'étend à 400 000 km². Nous avons aussi les droits d'entrée des zones protégées qui génèrent à peu près 4 millions de dollars par an pour le système national des aires protégées. On constate que principalement 67% des revenus générés par les aires protégées sont conservés par le système des aires protégées et le reste est transféré à la trésorerie nationale. Donc on peut améliorer ce système en essayant d'améliorer l'autonomie financière des institutions qui génèrent les aires protégées. Nous avons les permis de pêche qui génèrent 8,5 millions de dollars par an. Ces revenus aussi sont collectés et versés au fonds consolidé du gouvernement. Mais on constate qu'il y a une baisse de ces revenus. Le nombre de navires immatriculés diminue au fil des ans. Il y a un problème de surpêche sur le plateau de Mahé. Et les revenus collectés restent très faibles comparé à la valeur marchande des pêches exportées qui est estimée à environ 1 milliard d'euros par an. Nous avons aussi les frais pour les services de la biosécurité qui génèrent uniquement 4 000 dollars par an, alors que les valeurs marchandes et le nombre des touristes est très important. 350 000 touristes par an arrivent aux Seychelles et près de 1 milliard de marchandises sont importées aux Seychelles par an. Donc faible contribution des importateurs et faible contribution des touristes par rapport au service de la biosécurité. Nous avons une taxe de responsabilité sociale des entreprises qui génère à peu près 7 millions de dollars par an.
Une partie de la taxe est collectée par l'État, l'autre partie peut être collectée par des organisations approuvées, mais il n'y a aucune trace. On ne sait pas comment cette taxe est utilisée par les différents opérateurs. Et il n'y a pas de allocation budgétaire minimale réservée pour les projets de conservation de la biodiversité. Et finalement, nous avons les financements des partenaires internationaux au développement, qui sont à peu près estimés à 12 millions de dollars par an. Mais ces financements sont imprévisibles et ils diminuent en fonction du statut de développement élevé des Seychelles. Les Seychelles ne sont plus éligibles qu'à un nombre limité de mécanismes de financement internationaux. Donc encore, cette analyse des mécanismes financiers qui existent aux Seychelles permet d'établir des pistes qui permettraient d'améliorer ces mécanismes de financement existants et de proposer des solutions de financement adaptées. En conclusion, les principaux défis qui restent pour les Seychelles restent le manque de capacité au sein des institutions clés, associées au manque de coordination des politiques. Au niveau du secteur public, il manque un manque de coordination entre les principaux ministères et organismes gouvernementaux impliqués dans la conservation. Et il y a un besoin urgent de mieux intégrer la biodiversité dans le processus de planification et de budgétisation nationale. Il faut coordonner les stratégies de mobilisation des ressources pour la biodiversité. Tous les ministères qui sont liés à la biodiversité, les institutions qui gèrent les aires protégées, C4, les fonds fiduciaires, ont tous des stratégies de mobilisation des ressources financières, mais n'ont aucune coordination entre eux, et donc il peut y avoir duplication, et même ça peut réduire les efforts de mobilisation. Au niveau des politiques, le gouvernement devrait aussi revoir les taxes et les subventions versées aux acteurs, aux institutions des secteurs de production, tels que l'agriculture, la pêche, la construction et le tourisme, de manière à adopter un principe pollueur-paie et d'essayer de réformer les subventions néfastes qui sont en place. Il faudrait aussi examiner le rôle et les responsabilités des principales agences gouvernementales, telles que SNPA, qui est l'agence qui gère les aires protégées, et essayer de voir s'il y a possibilité d'augmenter leur autonomie financière et d'efficacité. Réviser les droits d'entrée dans les aires protégées et réviser les frais qui sont liés au service de la biosécurité. Essayer d'établir un cadre approprié pour essayer d'accroître la participation du secteur privé à la conservation, en termes de fiscalité positive notamment, et essayer de développer un cadre qui permettrait une meilleure participation des ONG à la conservation de la biodiversité, en établissant un cadre qui permettrait de renforcer leurs capacités techniques et financières. Voilà en fait quelques grandes lignes qui ont été dégagées de l'API aux Seychelles et qui ont permis ultérieurement de détailler et d'identifier des solutions de financement qui ont été décrites dans le plan de financement de la biodiversité qui vient d'être approuvé par le Conseil des ministres des Seychelles. Je vous remercie pour votre attention et je vais terminer sur cette présentation. Je voudrais remercier donc David et Aline pour leur excellente présentation et voudrais ouvrir la session questions-réponses pour plusieurs minutes, puisque nous avons encore une vingtaine de minutes disponibles avant la clôture de ce webinaire. Mais pour commencer et pour profiter que David est toujours en ligne, est-ce que David a des questions ou est-ce que Aline aurait des questions à poser à David sur des exemples clés? Hervé et David, j'aurais voulu savoir si vous aviez quelques orientations. Je sais que la méthodologie Biofin donne clairement les guidelines pour un exercice du type analyse des dépenses pour la biodiversité et aussi l'évaluation des besoins financiers en matière de biodiversité. Est-ce que vous avez des exemples dans une autre sous-région, dans une autre région du monde où vous avez réussi à coupler l'API à l'ADB et aussi à l'évaluation des besoins financiers en matière de biodiversité? Si vous avez ces exemples qui est dans le monde, dans une autre région que chez nous, dans notre sous-région, pouvez-vous nous dire comment est-ce que ils ont procédé pour faire cet exercice dans un contexte sous-régional ou régional? Je pense qu'il y a certains exemples d'aires protégées
qui sont aussi transfrontaliers dans les pays de l'Amérique du Sud, notamment entre le Guatemala et le Mexique, mais aussi certainement dans l'Amérique centrale, mais aussi notamment dans les pays d'Amérique du Sud. Donc nous pourrions imaginer un échange d'expériences, mais je pense entre ces régions-là et la région du bassin du Congo. Mais les expériences que j'ai, c'est que uniquement que 2 pays qui travaillent ensemble, mais pas une sous-région complète. Par contre, il y a une expérience sous-régionale, mais qui n'est pas forcément liée au financement des aires protégées. C'est surtout les aspects qui sont compensation de la biodiversité, systèmes compensatoires qui sont liés à la biodiversité. Je sais que l'Amérique du Sud travaille d'harmoniser ce système compensatoire à la biodiversité sur tout l'ensemble de l'Amérique du Sud, puisque les grosses compagnies internationales qui sont présentes dans l'Amérique du Sud sont présentes dans la plupart des pays de l'Amérique du Sud. Et donc, il est important d'harmoniser les législations qui sont liées au système compensatoire de la biodiversité. Donc, c'est encore un autre exemple qu'on pourrait partager et qui permettrait de voir quelle est la relation entre l'API et le développement des solutions de financement et comment on peut l'adapter au niveau régional ou sous-régional. Je souhaiterais poser une question à Aline. Quels sont les enjeux dans le cadre de la sous-région du bassin du Congo si nous effectuons pas une harmonisation des amendes ou des pénalités qui sont liées à la perte de la biodiversité? Quels sont les risques qui sont liés à ce manque d'harmonisation? Merci. Alors, j'étais en train de dire que cette question d'harmoniser les instruments de répréhension ou d'amende est très très importante. C'est même une question très stratégique et c'est très important que les politiques planchent là-dessus pour sortir un mécanisme contraignant lié à ce type d'exercice parce que comme la biodiversité faunique notamment n'a pas de frontières et s'il y a des questions et des soucis liés au braconnage dans un pays et que la faune doit se retrouver pour X raisons dans un autre pays et que les personnes qui font ce genre de mauvais usage de la biodiversité en termes de braconnage se retrouvent de l'autre côté et que il n'est pas possible d'arriver à les remettre, je veux dire à les prendre et à les juger comme il faut avec les amendes qu'il faut de part et d'autre et de manière très forte pour montrer qu'il y a un mécanisme sous-régional qui fait que si on détruit la biodiversité en RCA et qu'on se retrouve avec ces biens au Congo ou en RDC, il y a les amendes à régler dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est quelque chose de très très important et je pense que dans la plupart des pays au niveau national, il existe déjà des mécanismes contraignants visant visant ces aspects d'amende. Et le travail en cours est, je pense, pour arriver à harmoniser à l'échelle sous-régionale et à en faire vraiment un mécanisme contraignant qui peut être adopté par tous les pays et qui sera vraiment un très très bon outil pour pouvoir diminuer la criminalité faunique, notamment dans la sous-région. Et je pense que on a un projet régional qui vise cet aspect-là et qui est une trinationale entre le Congo, le Ghana et le Cameroun, où il y a la lutte contre la criminalité qui est phonique, qui avec un démarrage d'harmonisation des mécanismes pour ce genre de choses. Voilà un peu ce que je peux dire à cette question. Merci Aline. Je pense effectivement que c'est très important de réfléchir à cette harmonisation et je sais qu'il y a eu des études similaires dans les pays de l'Afrique australe où récemment ils se sont rendus compte, notamment au sein de la SADC, que
le Malawi avait une législation qui n'était pas harmonisée avec les pays riverains concernant les délits qui sont liés au braconnage et à l'exportation de la faune à l'étranger, et que donc il s'était développé une filière d'exportation de la faune qui était tuée dans les pays riverains et puis qui était exportée à partir de Malawi parce que les pénalités étaient très très faibles. Et donc toute une commercialisation passait à travers le Malawi et en destination de différents pays dans le monde. Et donc très récemment, avec l'appui de GIZ, le Malawi a revu sa législation et a modifié son cadre légal et l'a harmonisé avec notamment l'Afrique du Sud, le Botswana, la Namibie. Et cela a permis de contribuer à une réduction importante des délits liés au braconnage et à l'exportation d'ivoire notamment dans les autres parties du monde. Donc c'est un exemple qui serait intéressant de partager avec la région du bassin du Congo et de voir quelles ont été les différentes étapes et comment cette harmonisation a pu se matérialiser au cours des différentes années. Merci Aline pour votre contribution. Donc nous avons une question de Teddy Adoua. Depuis quelque temps, nous observons au niveau de la sous-région du bassin du Congo une augmentation du taux de braconnage. Cela est dû à quoi et comment peut-on y remédier? Je pense que je vais demander à Aline d'essayer de répondre à cette question. Merci Aline. Merci Hervé, merci Teddy pour la question. C'est vrai que si nous essayons de remonter à il y a quelques années, proportionnellement, nous avons une impression claire qu'il y a une augmentation du taux de braconnage. Peut-être parce qu'aujourd'hui, nous disposons des outils et des appareils pour pouvoir avoir une évaluation conséquente de ces pratiques. Mais je pense que le bassin du Congo a depuis très longtemps souffert de ce type de pratique. Hein. Généralement, les auteurs mettent cela sous le compte d'une chasse, au fait d'un prélèvement de la faune lié aux besoins des communautés. Mais au-delà, nous voyons bien que c'est vraiment le marché. Il y a un marché vraiment, notamment les aspects liés à la viande, on va dire ça comme ça, mais aussi les autres, notamment les cornes pour tout ce qui concerne les grands mammifères, etc. Donc, le taux de braconnage est effectivement très élevé. Et beaucoup même sous-estimé, je pense, aujourd'hui encore, parce que les statistiques ne sont pas toujours au point dans l'ensemble des pays et parfois même en retard sur certaines données. Je pense que l'une des choses, c'est vraiment la demande. Hein. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. Donc la demande qui vient de pays qui sont pas forcément de la sous-région. Et il y a aussi l'extrême pauvreté qui peut être aussi liée à d'autres facteurs économiques qui sont pas contrôlés ou contrôlables. Mais aussi il y a l'insécurité et la recrudescence de l'insécurité dans certains pays où vraiment même les mécanismes de protection de la faune mise en place ne tiennent plus parce qu'il y a tellement des difficultés à circuler dans certaines zones que même les patrouilles ne peuvent même plus accéder à ces zones-là. Et à cela aussi s'ajoute la faible capacité réactive en termes logistiques, en termes aussi du nombre,
par exemple des gardes forestiers qui doivent patrouiller, etc. Donc, je pense qu'il y a un nombre holistique de facteurs qui alimentent ce type d'exercice. Et je pense que les États sont en train de prendre conscience qu'il faut se mobiliser entièrement ensemble pour pouvoir arriver à mettre un terme ou du moins à minimiser ou à atténuer ce type de pratique. Voilà un peu ce que je peux dire, monsieur. Merci, Aline, pour votre réponse. Je pense aussi que le braconnage, pour réduire le taux de braconnage, il faut avoir une approche holistique qui comprend plusieurs mécanismes. Notamment, un des mécanismes serait l'harmonisation du cadre légal, comme ça a été mentionné précédemment au niveau national, mais aussi au niveau aussi régional, numéro un. Numéro deux, ça serait peut-être aussi de voir si la solution de financement public, secteur privé, comme il a été indiqué, peut répondre dans certains cas à réduire ce niveau de braconnage. Donc, deuxième solution à explorer. Troisièmement aussi, c'est essayer de réglementer les marchés de viande, surtout les marchés de viande sauvage, d'essayer de réglementer ces processus afin de réduire la demande. Quatrièmement, ça pourrait être aussi de montrer que la valeur économique d'un animal sauvage vivant est certainement beaucoup plus importante que la valeur de la viande. Par exemple, au Kenya, il a été montré que la valeur d'un éléphant vivant grâce au tourisme était estimée de l'ordre de 1,6 million de dollars, alors que la valeur de l'ivoire de l'éléphant est beaucoup moins importante et la valeur de la viande est beaucoup moins importante. Donc, c'est une approche holistique qu'il faut essayer de développer autour de cette problématique du braconnage et l'adapter au contexte national. Voilà quelques éléments de réponse complémentaires. Nous arrivons à la fin de notre session, donc je voudrais remercier la participation de David, qui malheureusement a dû se rendre à une autre réunion pour son excellente présentation sur la méthodologie de Biofin pour l'API. Je voudrais donner une dernière fois la parole à Aline pour qu'elle puisse dire quelques mots de clôture. Et je voudrais d'abord la remercier pour son excellente présentation et pour sa participation à ce webinaire. Aline, merci d'avance pour quelques mots, quelques remarques pour clôturer cette session. Merci. Merci. Merci, c'est à moi de remercier pour m'avoir donné l'opportunité de venir au nom du projet régional financement durable des aires protégées pour la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo. Je pense que si j'ai une dernière chose à dire, c'est à préserver la biodiversité et les écosystèmes à rester fonctionnel, à rester sain, pourrait, je pense, être une solution très importante aux problèmes urgents que nous connaissons aujourd'hui dans le monde. Et notre propre survie en dépend. Donc, c'est très important de pouvoir fédérer les efforts pour avancer dans ce sens-là, fédérer les efforts pour que ensemble nous ayons conscience que si nous ne réagissons pas maintenant, demain, nous aurons à payer très cher pour notre propre survie. C'est très important de se dire que c'est un combat où tout le monde doit se mettre à son niveau. On peut penser globalement, mais on doit agir localement et ça, c'est très important. Et pour notre sous-région, je pense que nous avons une bonne dynamique qui existe et un plan de convergence qui est de la Commission de la forêt d'Afrique centrale. Où on adresse déjà beaucoup de choses et je pense que de plus en plus nos décideurs politiques devront nous accompagner et nous l'espérons vraiment très fort que la biodiversité et la conservation deviennent une réalité dans la sous-région. Merci. Merci Aline pour ces quelques
remarque, je voudrais vous rappeler que ce webinaire a été enregistré et que vous pouvez le retrouver dans la salle des cours sous l'onglet semaine 3. Il sera également disponible sur le site Learning for Nature YouTube. Et je vous invite à participer à notre prochain webinaire pour la semaine 4 qui sera le 7 mai et qui sera sur l'analyse des dépenses de la biodiversité. Je vous remercie encore pour votre participation et espère vous revoir la semaine prochaine pour notre 4e semaine de formation sur Learning for Nature. Merci beaucoup, bonsoir et bonne journée.